Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue dans Buenos Aires Calcio. C'est un des plus beaux fails de Buenos Aires Calcio depuis le début. Oui, bienvenue. Ce soir, effectivement, on va encore prendre 30 minutes pour discuter un petit peu de l'actualité du football européen. Et puis, on va se demander un petit peu bien sûr, le backstage est là. On va se demander un petit peu comment est-ce que les matchs de Ligue des Champions qui sont à venir, là, mardi, mercredi, vont se passer. Alors déjà, il y a effectivement, on va aborder en premier le Real Liverpool. Pourquoi? Parce que ce sont deux équipes qui ont vraiment des trajectoires sinusoïdales. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines depuis qu'elles se sont rencontrées pour pouvoir un petit peu se projeter sur le match. Ensuite, on abordera Porto-Inter, parce que c'était un match très très serré au match aller. Les deux équipes aussi ont eu des parcours particuliers entre les deux matchs. Et enfin, on abordera ce qui semble être les deux très grands favoris, à mon sens, de la Ligue des Champions, même si vous savez que je mets aussi Benfica dans ce sac-là, Manchester City et Naples. Donc voilà. Voilà. Je vous propose, avec le micro, de commencer tout de suite par le Real et Liverpool. Alors le Real et Liverpool ont eu 3 semaines très très mouvementées entre le match de Ligue des Champions que Liverpool a perdu 5-2 à domicile, donc 2-5 plus exactement à domicile. Et maintenant, c'est vrai qu'on a eu, bien sûr, il y a eu ce retentissant Liverpool-Manchester United, ce 7-0 complètement hallucinant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le lundi, lorsque dans Buenos Aires Calcio, j'ai débriefé ce match, j'ai dit que je ne savais pas si ce 7-0 était le dernier coup de semonce d'une équipe en fin de vie, enfin en fin de cycle, ou bien le premier coup de poing sur la table d'une équipe qui se réveille enfin. Le problème, c'est que effectivement derrière, Liverpool a joué Bournemouth ce week-end. Ils sont relégables, hein. Je me demande même s'ils sont pas derniers de Première Ligue. Euh, et ils ont perdu 1-0 et ils ont fait un match qui était vraiment pas bon. Alors est-ce qu'ils avaient déjà la tête à ce choc des huitièmes de finale contre le Real? C'est possible. Ils ont une mission qui est monstrueuse devant eux, c'est-à-dire gagner 3-0 au moins au Bernabéu pour réussir à, à amener le Real en prolongation. Donc c'est monstrueux déjà de gagner 3-0 à Bernabéu. Pas prendre de but contre ce Real qui est ultra clinique, ça va être vraiment très très compliqué. Mais en même temps, on a vu le Real l'année dernière faire une prestation qui était vraiment inquiétante contre Chelsea et contre Manchester City à domicile. Alors ils s'en sont sortis forcément vu qu'ils ont gagné la compétition, mais effectivement ils ont pris beaucoup de buts et la maison Real la saison dernière a beaucoup tangué. Et d'ailleurs City et Chelsea avaient eu les occasions pour mettre fin définitivement au suspense, ne les avaient pas mises, ce qui avait un petit peu remis en selle le Real. Alors juste un petit pronostic, 0-2 Real Liverpool à la mi-temps. Alors, c'est vrai que ce serait l'idéal pour Liverpool, hein, de marquer très vite et de mener très vite. C'est ce qu'ils ont fait au match aller. Ça n'a pas empêché le Real de revenir aussi très très vite dans le match et finalement d'atomiser Liverpool en deuxième mi-temps. Donc je sais pas. Après, encore une fois, si Liverpool est dans un soir comme contre Manchester United, tout est possible parce que le Real n'est pas non plus impérial en ce moment, hein. Ce week-end, alors ok, ils ont gagné contre l'Espagnol 3-0 ou 3-1, 3-1 je crois. Benzema était blessé, il est blessé un petit peu à une cheville. Je ne sais pas s'il sera à 100% pour le match retour là, de Ligue des Champions. Alors, peut-être que c'était vraiment une précaution et qu'ils l'ont laissé se reposer justement pour que lors du match de Ligue des Champions,
il soit à 100%, mais ça n'empêche qu'il n'a pas joué ce week-end, donc c'est pas non plus rassurant. Benzema, toute cette saison, a été une succession de blessures, hein, depuis le début de saison. La Coupe du Monde, on n'en parle même pas. Il passe ces derniers temps un petit peu plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les terrains de foot, très honnêtement. Il faut le dire, hein, non, enfin, allusion à la réponse que, soi-disant, il va amener à Didier Deschamps quant à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Bon, en tous les cas, il est sur un mood bizarre, Benzema, bien moins bon que l'année dernière, bien entendu, parce que bon, c'était une année stratosphérique qu'il avait fait l'année dernière, donc il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse ça chaque année, hein. Il l'avait pas fait avant, c'est la première fois qu'il le faisait, donc c'est sûr que c'était pas non plus, voilà, mais en plus il est pénalisé par les blessures. Après, le Real est une équipe mature. Vinicius est devenu un joueur très très fort. Donc voilà, bah, d'ailleurs c'est lui un petit peu qui a débloqué la situation contre l'Espagnol Barcelone, parce que je crois qu'ils sont menés 1-0. Donc voilà, donc c'est non, je pense que ça va être très 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 compliqué contre Liverpool. Maintenant, le Real, bah, on voit qu'ils sont prenables, hein, on l'a vu, ils ont perdu le Classico contre le Barça 1-0. Là, il va y avoir un deuxième et un troisième Classico qui vont s'enchaîner dans les 2 semaines, dans les 2 prochaines semaines. Donc le match retour de Coupe du Roi, et en championnat, là, la semaine prochaine, ça va être le match décisif qui va dire si le Real peut revenir sur le Barça ou pas. Mais c'est vrai que le Barça gagne des matchs complètement... Enfin bon, bref, on va pas revenir sur le championnat d'Espagne, mais comment dire, le Barça est très très réaliste, et en plus a de la réussite, hein, on l'a vu ce week-end encore avec l'Athletic Bilbao, avec des buts qui sont refusés pour l'Athletic. Eux, ils marquent un but qui est pas évident à marquer, enfin je veux dire, en tous les cas, c'est pas non plus des buts très très avec but ouvert et tout. Rafinha, il tire en angle fermé, ça rentre quand même, et ils sont pas dominateurs, quoi. Ils sont très très bons défensivement, mais enfin bons défensivement en tous les cas, mais ils sont pas vraiment dominateurs. Et le Real a réussi à perdre contre cette équipe-là. Donc si Liverpool se mue en équipe très ultra efficace et clinique, comme ils l'ont fait contre Manchester, on ne sait jamais. Tout est possible. Honnêtement, ça va être compliqué, le Real en Ligue des Champions, et c'est ça aussi qui va faire un petit peu la différence, c'est que le Real ne peut quasi plus que se concentrer sur la Ligue des Champions. Donc là, ils ont gagné facilement ce week-end, enfin plus ou moins facilement, mais relativement facilement, en première et en deuxième, même s'ils ont été menés. Mais c'est vrai que c'est quand même, ouais, c'est quand même un petit peu compliqué pour Liverpool. C'est quand même une mission absolument incroyable. Après, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait contre le Barça. Je ne sais pas si vous souvenez du 4-0 avec le but d'Origi sur la passe de Alexander-Arnold sur le corner, hein. Bien sûr, Crécor Le Droudieu, lui, il s'en souvient, hein, c'est un bon fan de Liverpool. Donc voilà, donc tout est possible. Et puis c'est Liverpool. Oui, alors je parle aussi je fais un petit tour dans les commentaires, hein, et donc Crécor Le Droudieu me dit bien sûr contre Milan aussi, hein, mais c'était il y a très longtemps, c'était en 2005. Ils sont revenus de 3-0 à 3-3. Donc Liverpool est un club un petit peu magique, c'est vrai. Ils l'ont prouvé au long de toutes ces années. Et donc, effectivement, on ne sait jamais. En tous les cas, s'il y a une équipe qui est capable de réussir ça, c'est Liverpool, bizarrement. Et le Real n'est pas impérial en ce moment. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Honnêtement, c'est pas complètement infaisable. Je donnerais quand même 80-20, hein, voire même 85-15. Mais je donnerais pas 98-2, quoi. 98-2. Donc voilà. Donc on verra bien. Mais moi, j'ai vraiment hâte de regarder ce match-là, parce que bah, c'est des clubs mythiques. Et j'aimerais bien voir un match incroyable avec, comme tu le dis, 0-2 pour Liverpool à la mi-temps. Et après, bah, la deuxième mi-temps devient complètement folle, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour Real Liverpool. On va passer à Porto-Inter. Alors, Porto-Inter, c'est... bon, Porto est, je pense, définitivement éloigné du titre.
Ils ont, si je ne m'abuse, 7 ou 8 points de retard sur le Benfica. En championnat du Portugal, c'est quasi impossible de reprendre 7 ou 8 points. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de densité dans ce championnat, ce qui fait que c'est très rare que les deux clubs, bon, les deux clubs historiques, voire même les trois avec le Sporting, perdent des matchs. C'est très très rare. Donc quand vous avez 8 points de retard, ça va être très compliqué à aller chercher de perdre quasi 3 matchs, que Benfica perde 3 matchs et que Porto, pendant ce temps-là, gagne 3 matchs, ça va être quand même assez compliqué. Ils peuvent en perdre un ou deux, mais je pense que ça va être compliqué qu'ils en perdent 3. Donc Porto le sait et consacre vraiment toutes ses forces dans la bataille de la Ligue des Champions, parce que déjà pour une question économique, ce club portugais, comme tous les clubs portugais malheureusement, ont besoin de la Ligue des Champions pour survivre économiquement, et puis aussi pour montrer leurs joueurs, et donc pour les vendre. Donc ça, c'est très très important pour eux. Et ils ont fait un très bon match aller. Il y a 1-0 pour l'Inter à la fin du match, mais c'est pas... Moi, ça m'aurait pas choqué qu'il y ait eu un match nul. À côté de ça, vous avez l'Inter qui est vraiment une équipe capable de tout. Franchement, vraiment capable de tout. Je pense que l'Inter est capable de battre tout le monde. Ils l'ont montré avec Naples en début d'année. Ils ont battu Naples quand même. Bon, alors que c'était le premier match de championnat post-Coupe du Monde, mais il faut le faire. C'est quand même pas tout le monde qui a battu Naples. Naples a 2 défaites. Alors oui, 2 défaites depuis le mois de janvier, mais parce qu'ils ont perdu contre la Lazio récemment. Mais ils ont que 2 défaites. Ils ont battu le Barça. Ils ont fait des matchs qui n'étaient pas ridicules contre le Bayern. Donc voilà, l'Inter est capable de très grandes choses, mais le FC Porto n'est pas à prendre à la rigolade. Le problème, c'est que l'Inter aussi est capable d'avoir des trous absolument incroyable. Comme on l'a vu par exemple ce week-end en championnat contre la Spezia, où ils perdent 2-1 contre la Spezia, et ils ont très très souvent des très bonnes prestations contre des bons clubs, et puis tout d'un coup des trous complètement fous contre des petits clubs. Donc l'Inter en ce moment ces derniers temps, aurait pu vraiment creuser l'écart pour la 2e place au championnat, mais en fait ils l'ont jamais fait, parce que en fait, un bon résultat est suivi souvent d'une désillusion, d'un match nul ou d'une défaite contre une équipe qui, en théorie, ne devrait pas leur poser de problème. Lautaro Martinez a fait un début d'année, pas de saison, mais à post-Coupe du Monde, absolument incroyable. Là, je trouve qu'il marque un petit peu le pas. C'est pas génial. Et puis, c'est son entente avec Lukaku et Dzeko. Lukaku qui est venu un petit peu perturber le duo Lautaro-Dzeko, dont je trouvais qu'il marchait très très bien. Lukaku coûte très cher, et puis voilà, il a toute son histoire qui le suit. Donc voilà, il va effectivement rentrer de plus en plus, et je trouve que la mécanique est un petit peu grippée devant. Donc voilà. Au milieu de terrain, je les sens beaucoup moins, je sais pas, dominateurs qu'avant, avec Çalhanoğlu qui est quand même plutôt hors de forme, surtout depuis ses déclarations où il disait qu'il faisait partie des 5 meilleurs milieux de terrain du monde, avec De Bruyne, etc., et Modric. C'était lunaire, je veux dire, Çalhanoğlu, on le connaît, c'est pas un mauvais milieu de terrain, mais alors, de là à le mettre dans les 5 meilleurs milieux de terrain du monde, je pense quand même que ce jour-là, je sais pas, il avait un problème de cheville, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. En tous les cas, voilà. Barella aussi est beaucoup moins resplendissant que oui, ouais. Je vois Cotonou qui rigole avec Çalhanoğlu, qui se dit faire partie des 5 meilleurs milieux de terrain du monde. Salut d'ailleurs Cotonou, ça va très bien, et toi? Donc oui, effectivement, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour l'Inter en ce moment. Et le FC Porto, lui, va tout consacrer sur la Champions League. Ils ont des très bons joueurs, le FC Porto. Franchement, moi, j'ai adoré le match Inter-Porto. J'ai trouvé que c'était un très très bon match. Et je pense que ça va être très compliqué pour l'Inter de garder la qualification à Porto. Franchement, les 2 clubs portugais cette année-là, le FC Porto et le Benfica, je les sens quand même très très chauds. Moi, j'adorerais qu'il y ait 7 équipes, comme c'est possible pour l'instant encore, 7 équipes italiennes en quart de finale de Coupe d'Europe, tout compris, la Conference League, l'Europa League et la Champions. S'il y avait 3 équipes italiennes en quart de finale, ce serait quand même
un sacré coup de poing sur la table pour dire que la Serie A est de retour en Europe. Donc je suis à fond derrière l'Inter parce que vous connaissez mon amour pour le championnat italien. Mais c'est vrai que le FC Porto et les deux clubs portugais méritent franchement largement d'être en quart de finale. Parce que je trouve que ce sont deux très belles équipes, et en l'occurrence, le Benfica, pour moi, est une équipe vraiment top niveau, quoi. Donc voilà. Donc ouais, effectivement, ça va être un match très compliqué pour l'Inter. S'ils arrivent à... Eh ben, salut Dave aussi. S'ils arrivent à, à conserver leur qualification en allant se qualifier à Porto, franchement, chapeau l'Inter. Ça voudra dire que vraiment, ils sont très, très, très costauds. Donc j'espère que ça arrivera. Peut-être qu'ils vont me surprendre. Ils seront peut-être dans un bon jour. Mais je sens que ça va être complexe. Enfin. Quoi qu'il en soit, si jamais vous devez regarder un match entre le FC Porto, enfin, demain soir, franchement, entre le Manchester City Leipzig et le FC Porto Inter, moi, donc il y a 3 semaines, j'ai regardé justement le FC Porto Inter et je jetais un œil sur le City Leipzig qui était soporifique au possible, surtout en première mi-temps. Donc je vous garantis que si vous avez envie de vous amuser, à mon avis, le Porto Inter sera le match à regarder ce soir-là en tous les cas, parce que bon, les affiches sont quand même pas folles, hein, Manchester City Leipzig, Porto Inter. C'est très bien, mais c'est pas Real Liverpool ou bien, je sais pas, Paris Saint-Germain Bayern par exemple. Donc voilà. N'hésitez pas à vous mettre sur la chaîne qui retransmet Porto Inter. Et enfin, on va faire, pour terminer un petit peu, pour faire le... Pardon, je viens de voir un commentaire éloquent, dont forcément on est obligé de savoir qui est l'auteur. Ça fait bœuf. Bon, bref, la personne qui a émis ce bruit se reconnaîtra. Ça peut faire des jolis matchs, bah, je sais pas, parce que le Manchester City Leipzig, en première mi-temps, c'était soporifique. En deuxième mi-temps, Leipzig s'est réveillé et ils ont bougé City. City qui a gagné, d'ailleurs on va en parler, hein, donc on parle de Manchester City et de Naples, qui sont pour moi les deux favoris, accompagnés de Benfica, mais Benfica joue pas là mardi, mercredi. Manchester City sur le match aller a fait une première mi-temps où il marque un but, mais c'est sur une erreur de Leipzig. Donc vraiment, c'était pas de la domination de Manchester City qui a créé ce but-là. Et enfin, en deuxième mi-temps, dès que Leipzig s'est dit bon bah ok, on en a marre, on joue le jeu qu'on a, c'est-à-dire Leipzig c'est quand même un jeu relativement ambitieux. Bah, en fait, ils ont posé de vrais problèmes à Manchester City. Ils leur ont même, ils les ont quand même sacrément secoués. Et puis ils ont égalisé de façon totalement normale. Et ils jouaient beaucoup plus haut, ils se découvraient sans aucun complexe. Et ça a un petit peu saisi Manchester City. Ils ont fait un plutôt bon match. Après, l'ensemble du match, c'est-à-dire la qualité de jeu global, n'était pas terrible entre Manchester City et Leipzig. Donc voilà, je pense que Leipzig, s'ils font... parce que aller jouer dans le stade de Manchester City, c'est pas un enfer, hein. On n'est pas à Galatasaray, à San Siro ou à Bernabeu, hein, très clairement. Donc jouer à Manchester City, limite, si vous êtes sur le banc et qu'a priori vous n'allez pas rentrer, si vous voulez faire une sieste, vous pouvez, hein, tranquille, l'ambiance dans le stade c'est l'Etihad Stadium, je crois, et vraiment, c'est n'importe quoi, c'est confidentiel, quoi. Il n'y a que des spectateurs, il n'y a aucun fan. Donc, il y a des fans, voilà, mais c'est pas des ultras, on en est loin. Donc, je pense que Leipzig va pas vivre un enfer à Manchester City. En plus, Manchester City, ce week-end, a fait un match poussif. Ils ont gagné sur penalty. Ils n'ont pas fait un match génial. Franchement, City, en ce moment, c'est pas génial, hein. Donc, Leipzig a peut-être une chance. On verra bien. Cricor le Droudieu l'appelle le Etihad Stadium.
très très bonne. Elle est très bonne celle-là. Donc voilà. Et Okutunujo dit Manchester City, c'est Wimbledon. Oui, c'est un petit peu ça, effectivement. Je suis tout à fait d'accord, c'est Wimbledon, sauf que les joueurs sont pas habillés en blanc. Donc ouais, c'est voilà. City peut être pris bizarrement, alors que finalement c'est quand même l'armada ultime. Hein, City, je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire ça. Probablement que c'est le meilleur effectif d'Europe, hein, il n'y a pas au-dessus. Ils ont des remplaçants à tous les postes, et quand le remplaçant est blessé, ils ont un remplaçant qui limite est meilleur que le titulaire. Donc franchement, City en théorie devrait être vraiment ultra favori de cette Ligue des Champions. Ils sont vraiment pas dominateurs. Après, très souvent, dans le football de haut niveau, lors de mes nombreuses années d'observation du football, hein, c'est à peu près 35 ans d'observation du football, très fréquemment, quand vous avez des équipes ultra dominantes, celle qui gagne, c'est-à-dire la version de l'équipe ultra dominante qui gagne, c'est pas la plus belle. On va prendre, je sais pas, un exemple, ça va être Marseille entre 1991 et 1993. Très clairement, l'équipe de 91 est fantastique, l'équipe de 93 est pas terrible, elle est juste très très réaliste, très solide, mais c'est pas du tout une équipe fantastique à voir jouer. Chelsea, par exemple, lorsqu'ils gagnent leur première Ligue des Champions, avant qu'ils gagnent leur première Ligue des Champions avec Di Matteo, avaient eu des équipes qui étaient à un niveau stratosphérique, et c'est pas ces équipes-là qui ont gagné. L'équipe qui était un peu en fin de cycle, qui gagne la première Ligue des Champions de Chelsea, finalement, c'est très loin d'être la plus belle. Je pourrais en citer d'autres, mais pareil, je sais pas, le Milan qui perd en finale contre Liverpool est certainement un des plus beaux Milan de l'histoire du football. Et finalement, le Milan qui gagne en 2007 contre Liverpool est un Milan un peu en fin de cycle, mais qui maîtrise l'événement. En revanche, le Milan de 2005 est un Milan en pleine possession de ses moyens et qui aurait dû étriller Liverpool sans aucun problème. Et d'ailleurs, ils ont étrillé à peu près tout le monde sur la route. Donc, même le grand Manchester United de l'époque. Donc, c'est vrai que c'est très souvent pas les meilleures versions des équipes. Mais Liverpool a le même truc. Hein. C'est-à-dire que Liverpool, par exemple, quand ils vont en finale de Ligue des Champions, puis ensuite quand ils la gagnent là, ces dernières années, en 2019, 2018, il faudrait que Cracker Ledroudio me le dise, donc je crois que c'est 2018 et 2020, bah, l'équipe de 2018 finalement est peut-être meilleure que celle qui gagne la Ligue des Champions. Donc peut-être que cette année, Manchester City va gagner la Ligue des Champions de façon beaucoup plus pragmatique. Pareil pour le Bayern d'ailleurs, hein, je pourrais appliquer ça au Bayern. Je trouve que le Bayern ne maîtrise pas les choses comme avant, mais en revanche c'est un Bayern qui est très 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 efficace, qui défend très très bien. Hein. Il faut savoir que par exemple ils ont rencontré le Barça, ils ont rencontré le Paris Saint-Germain, ils ont rencontré l'Inter, ils n'ont pas pris un but. Donc c'est une équipe qui, même si on a l'impression que le Bayern en 3-4-3, là, comme il joue en ce moment, est une équipe très offensive, en fait c'est une équipe qui ne prend quasi pas de but, excepté en Bundesliga. On dirait qu'en Bundesliga ils se lâchent un peu, mais en Europe ils prennent pas de but. Hein. Et donc peut-être que le Bayern de cette année, par exemple, va gagner la Ligue des Champions. Alors bon, c'est vrai que le Bayern c'est le mauvais exemple, parce que le Bayern qui gagne contre le Paris Saint-Germain est un rouleau compresseur absolu, qui concasse à peu près tout le monde, donc ça c'est le mauvais exemple. Mais ce Bayern peut tout à fait gagner la Ligue des Champions cette année, et en étant uniquement très efficace, quoi, on va dire, et puis très 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 clinique. Donc voilà. Kotonujo qui nous dit si ça se trouve, le PSG va gagner si Mbappé, Neymar et Messi partent. Probablement, ah bah ça c'est sûr. Alors peut-être pas Mbappé quand même, mais oui, si Neymar et Messi partent, peut-être que si derrière il y a un recrutement cohérent qui se fait autour de Mbappé, je pense que effectivement ça peut gagner, hein, parce que c'est un club qui a tout ce qu'il faut pour gagner maintenant, un petit peu d'expérience, beaucoup de revenus, beaucoup de moyens, voilà. Après, là, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, hein, sans vouloir, là je fais un petit hors-sujet, mais d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, Neymar veut terminer sa carrière au PSG. Messi a déclaré qu'il se trouvait super bien dans la ville de Paris, qu'il avait eu du mal la première année, mais que là maintenant, ça y est, il avait trouvé ses marques. Donc ça n'a pas l'air d'être le projet, hein, de partir du Paris Saint-Germain, ce qui est un peu dommage pour le Paris Saint-Germain, je trouve. Mais bon, c'est comme ça.
Donc en tous les cas, Man City, pas équipe pas géniale, mais qui peut surprendre, parce que très clairement sur le papier, c'est la meilleure équipe qui est en Ligue des Champions. Maintenant qu'ils se sont renforcés en plus avec Erling Haaland. Donc on verra. Mais Leipzig a montré au match aller qu'ils étaient capables de les bouger. Donc si Leipzig n'attend pas la deuxième mi-temps pour jouer comme ils savent jouer, bah peut-être que dès le début, ils peuvent les cueillir à froid, et puis après, bah, tout est possible. Tout est possible dans le football, hein. Des fois, Man City, je les ai vus bloqués sur des blocs un peu bas, tourner en rond pendant des heures, surtout que De Bruyne est quand même pareil cette saison, un espèce d'intermittent du spectacle. Donc quand il est là, bah, il est des fois bon, mais il est des fois aussi un petit peu inexistant parce qu'il manque de rythme. Donc peut-être que ça va être un soir sans pour Man City, comme ça arrive fréquemment en Première Ligue, surtout cette saison. Donc on verra. Enfin, plus trop maintenant, mais quand même, en fait, même la victoire de ce week-end, elle n'est pas du tout probante, quoi. Ils galèrent hein, pour marquer leur but et ils marquent sur penalty, quoi. Bref. Donc voilà, ça c'est pour Man City, Leipzig. Il y a peu d'espoir pour Leipzig, mais Man City est prenable. C'est pas une saison où Man City est imprenable. Donc voilà. Naples, maintenant, passons à Naples un petit peu. Bon, Naples a encore fait le travail, hein, c'est dommage qu'Oko Tunujo s'en aille, hein, parce qu'on aurait parlé un petit peu de l'Atalanta. Alors malheureusement, étant donné que je suis un résident français, je ne peux pas voir l'Atalanta à la télé, je ne vois que des résultats, c'est dommage, parce que j'aimerais bien avoir des analyses un petit peu plus profondes sur l'Atalanta, mais vous savez que l'Atalanta, avec son sponsor un petit peu compromettant, ne peut pas être diffusé en championnat de France à cause de la régulation sur les investissements dangereux en France, donc en tous les cas risqués en France. Donc voilà pourquoi on ne voit pas l'Atalanta, mais le Napoli a mis 2-0 à l'Atalanta ce week-end, et puis Kvaratskhelia a fait du Kvaratskhelia, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tout seul contre 7 joueurs et il met une lucarne. Bon bref, il est injouable celui-là. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais c'est absolument incroyable ce joueur-là. Vraiment, je pense que c'est le talent le plus fracassant que j'ai vu depuis, mais au moins, je ne sais pas, 15 ans dans le football. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui arrive et qui a cassé le football comme ça, je sais pas, j'ai même pas de souvenir. Je me demande si c'était pas, je sais pas, Michael Owen ou un truc comme ça. Donc c'était plus que 15 ans. Mais il est arrivé de nulle part, la Géorgie et le Rubin Kazan, et il arrive dans un championnat majeur qui a un très bon niveau, avec des équipes de très haut niveau, c'est-à-dire il y a quand même 7 équipes qui sont de très haut niveau dans le championnat d'Italie. C'est ce qu'on voit en Europe, hein. Je veux dire, c'est pas un hasard si en huitième de finale de Coupe d'Europe, vous avez 7 clubs italiens sur 7 possibles, en fait. Et potentiellement autant en quart de finale. Parce qu'il y a une énorme densité en championnat d'Italie, qu'on le veuille ou non, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, c'est pas du chauvinisme, c'est vraiment de la réalité. Et ce gars-là arrive de nulle part, d'un championnat qui n'a pas du tout le niveau d'un des top championnats européens. Donc je dis top championnat européen, bien sûr, hein, Allemagne, Italie, Espagne et puis Angleterre. Et il arrive et il casse tout en fait. Mais vraiment, il casse tout. Donc franchement, c'est impressionnant. Si vous ne... Voilà, vous avez forcément entendu parler de Kvaratskhelia maintenant, vu qu'on est au mois de mars de l'année 2023. Au début, peut-être vous pouviez vous demander qui c'était, mais là maintenant, normalement, vous avez entendu parler de lui, mais peut-être vous ne l'avez pas vu jouer encore. Et si vous ne l'avez pas vu jouer, il faut regarder un match de Naples, au moins, pour comprendre à quel point ce garçon est complètement fou. Donc franchement, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, un super Kvaratskhelia, un Osimhen qui est comme un poisson dans l'eau dans cette équipe ultra rodée du Napoli. Même s'ils ont perdu 1-0 contre la Lazio, ils avaient fait un très bon match contre la Lazio, hein. C'était pas un non-match, ils s'étaient pas passés à côté, c'est juste que la Lazio avait rendu une très 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 bonne copie défensive et de contre. Donc franchement, un grand coup de chapeau à la Lazio, hein, qui avait gagné contre Naples il y a une semaine. Et c'était pas un défaut de Naples.
Naples avait joué son jeu, mais était tombé sur un os. Bon, bah, ça peut arriver. La Lazio, c'est la deuxième meilleure défense d'Italie, hein, donc c'est pas non plus des lapins de 6 semaines. Donc franchement, ça peut arriver de se trouer et de perdre 1-0 en plus. Hein. C'est pas, ils prennent pas une rouste intersidérale. Et puis la Lazio était deuxième ou troisième du championnat. Hein. Donc c'était pas non plus une équipe qui était, je sais pas, c'est pas sans vouloir manquer de respect à Liverpool, c'est pas Bournemouth quoi, qui vient taper le Napoli. C'est le troisième de Serie A qui fait un super match et qui gagne 1-0 quoi. Donc c'est et à domicile en plus. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt pas une désillusion. Et puis Naples a remis les pendules à l'heure contre l'Atalanta là. Et je pense très sincèrement que l'Eintracht n'a absolument rien à faire. Enfin, en tous les cas, je veux dire, ils n'ont strictement rien à espérer en huitième de finale retour contre Naples. Je pense que Naples va les éteindre au Maradona et que voilà et que moi finalement avec Naples je me projette plus sur le futur quart de finale que je veux être explosif contre si City passe Manchester City, si le Real passe contre le Real, si le Bayern le Bayern est passé, j'aimerais bien qu'il y ait un Naples Bayern parce que je veux en fait voir moi, personnellement, je pense que c'est l'équipe qui a le meilleur joueur, qui joue le mieux au football en Europe. Honnêtement. J'ai pas, encore une fois, ça n'a rien à voir avec mon atavisme pour la Serie A, mais je pense très sincèrement que c'est la meilleure équipe européenne à l'heure actuelle, même la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Il y a pas au-dessus. Enfin, en même temps, de toute façon, quand tu es la meilleure équipe européenne, tu es forcément la meilleure équipe du monde. Non, déplaise aux clubs sud-américains, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir Naples contre un très gros européen, voir un petit peu comment est-ce qu'il manage ça, et j'aimerais bien que ça arrive avant la finale, parce que Naples n'a pas l'habitude de ces rendez-vous footballistiques, on va dire vraiment à très 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 haute tension. Et j'aimerais bien qu'il rencontre un gros européen bien avant la finale pour qu'en fait il se rôde un petit peu et qu'il n'ait pas la pression d'une finale de Ligue des Champions qui vienne un peu parasiter leur jeu. Je pense qu'en quart de finale, ils sont encore à même de jouer un petit peu avec l'insouciance qu'ils ont et de nous montrer réellement ce que c'est que leur niveau footballistique contre un très gros européen. Donc franchement, j'ai hâte de voir le quart de finale de Naples. Alors, si demain, je ne sais pas si c'est demain ou si c'est après-demain, mais je crois que c'est après-demain. Si après-demain, à la fin du match, il y a 3-0 pour l'Eintracht, je pense que vous n'allez pas me rater au prochain Buonasera Calcio de jeudi 18h30 d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est pas grave, je me mouille, je pense déjà au quart de finale pour Naples et je veux que Naples prenne un énorme club européen en quart de finale. Voilà, je l'ai dit, on verra bien ce que ça donne, et je suis sûr qu'ils peuvent le battre, n'importe qui. Donc voilà. Voilà en tous les cas pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions qui sont à venir demain et après-demain. Franchement, des matchs, alors, pas forcément des très grosses affiches, même s'il y a le Real Liverpool, bien sûr, mais le Real Liverpool est déjà quand même sérieusement entamé. Mais en revanche, des matchs qui peuvent être très très intéressants compte tenu de la dynamique des équipes qui vont les jouer. Crécor Le Droudieu qui dit ils iront pas jusqu'au bout, je pense. Demi-finale grand max. Écoute, on verra. On verra. Franchement, ça ferait du bien la Ligue des Champions qu'un club. Je dis ça parce que je veux dire, on a besoin un petit peu de renouvellement et ça ferait du bien la Ligue des Champions qu'une équipe comme Naples gagne la Ligue des Champions, je pense. Je pense que les gens commenceraient peut-être à regarder le modèle d'une équipe qui gagne différemment. Parce que Naples, c'est pas un budget stratosphérique. Naples, c'est une équipe qui s'appuie pas sur des stars complètement folles, même s'ils en ont une en devenir, ok, ça on est d'accord tous. Mais il n'y a pas que Kvaratskhelia qui fait les résultats de Naples. Il y a aussi le milieu de terrain avec Zambo Anguissa, Lobotka et Zelinski, qui sont aucun d'entre les trois des stars. En revanche, ils mangent 100 000 fois, tout le temps, Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz, par exemple. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de payer des joueurs 40 millions pour que vous ayez un bon milieu de terrain. On a besoin d'une organisation vraiment précise que Spalletti donne au Napoli. Donc voilà, donc ça ferait du bien un petit peu au football et à ce sport qui de temps en temps devient ultra individualiste. Et donc ce serait intéressant, je pense. Donc voilà.
Bon, en tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous encore pendant 30 minutes. Merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que voilà, l'horaire n'est pas idéal cette semaine. Malheureusement, je suis en déplacement, je suis un petit peu obligé. Donc voilà, mais en tous les cas, ça a été quand même un plaisir. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. On se retrouve jeudi à 18h30. N'hésitez pas à voir ou à revoir les vidéos sur Twitch, sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube de Buonasera Calcio, mais aussi à écouter tout simplement les podcasts sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., toutes les plateformes de podcasts, et à vous abonner sur Twitter ou Instagram, Buonasera Calcio. Voilà, bah écoutez, merci encore, je vous souhaite une très bonne soirée, et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao.